Tous les jours, tu peux apprendre un truc. Il y a ce concept de lifelong learning, c'est pouvoir profiter de chaque expérience d'apprentissage pour en tirer quelque chose. Que ce soit dans une formation certifiante ou non certifiante, ou simplement dans ta vie. Mais le problème, c'est pas juste d'apprendre, c'est de pouvoir l'intégrer. Et j'aime bien dire ça, c'est comme si tu te mets tu es un coureur de 100 mètres, il faut que tu sois à même de courir aussi vite que les autres. Si les autres ont d'autres moyens d'aller plus vite, peut-être des chaussures un petit peu meilleures, des meilleurs crampons, eh ben fais pareil. Et donc du coup, investis dans ce matériel, investis dans ton capital humain pour continuer d'aller aussi vite que les autres. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, une question simple en apparence, mais qui soulève beaucoup d'enjeux. Peut-on encore réussir sans formation continue ? Mais au fond, qu'appelle-t-on réussir ? Une carrière brillante, équilibre de vie, reconnaissance, contribution à un projet qui fait du sens ? La définition change, tout comme nos professions, nos outils et nos attentes. Entre diplôme, auto-apprentissage, formation en ligne, tutoriels YouTube et obsolescence rapide des compétences, la réussite est-elle encore possible sans se former en continu ? C'est ce que nous allons explorer avec Lionel Stoudman, directeur de l'Executive Education HEC Lausanne et expert en formation continue et développement de compétences depuis 15 ans. Salut Lionel. Salut Thomas. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très très bien, merci beaucoup. On est super content de t'avoir pour ce podcast. C'est un plaisir pour moi. Tu le sais, l'objectif, c'est de répondre à une question. Peut-on réussir sans formation continue ? Du coup, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi la réussite au sens de la formation pour toi ? Moi, j'aime bien corréler réussite et qualification. Pour que tu puisses faire un métier, une tâche, tu dois être qualifié. C'est comme ça que tu peux réussir quelque chose. Donc, j'associe volontiers ces deux termes et du coup, ça s'applique très bien à la formation continue. Tu viens faire une formation continue pour acquérir de nouvelles qualifications pour potentiellement être en mesure de réussir de nouvelles choses. Donc ça s'applique à tous les métiers en fait. Ça s'applique complètement à tous les métiers. Après, la formation continue au sens large du terme, elle regroupe plein de choses. Donc quand tu dis formation continue, réussite, ça pourrait vite être un petit peu l'océan dans lequel on va se noyer. Moi, j'aime bien essayer de catégoriser un petit peu, de cartographier. On peut dire qu'il y a des formations continues qui sont nécessaires, obligatoires, parfois des éléments sécuritaires. Un machiniste qui apprend une nouvelle machine, il doit être formé sur la machine. Il n'a pas le choix. S'il veut pouvoir faire son métier, il doit avoir ça. Un laborantin, il doit être en mesure d'assurer la sécurité de son laboratoire. Il n'y a pas de question là-dessus. Et après, il y a d'autres formations continues qui te permettent d'acquérir de nouvelles compétences, soit pour faire mieux ton travail actuel, soit pour envisager de nouvelles choses dans ton domaine actuel malgré tout, ou de nouvelles choses ailleurs, dans un autre domaine. Donc j'aime bien ce que tu dis, donc on se forme pour développer des nouvelles compétences. Donc le modèle classique, je dirais, tu fais un diplôme, ensuite tu as un job, tu as un CDI, et puis c'est la fin presque. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini, mais c'est fini depuis un moment, c'est pas quelque chose de nouveau. Il n'y a plus cette étape effectivement de je me forme, je travaille et après je pars à la retraite. On est déjà dans une logique où tout va un petit peu plus vite. On a aussi plus de choix, plus de possibilités. Et ça, c'est cool, in fine, pour n'importe lequel d'entre nous. C'est qu'on est capable de pouvoir faire différentes choses tout au long de notre vie. Par contre, pour pouvoir faire de nouvelles choses dans notre vie, on doit être qualifié, on en revient. Donc pour être qualifié, il faut se former. Est-ce que le diplôme d'entrée, ça reste quand même quelque chose d'important, ou au contraire, est-ce que la formation continue, elle est de plus en plus valorisée aujourd'hui et ça devient plus important que le diplôme initial ? Et j'ai envie de te dire les deux. C'est-à-dire que si tu crois que ton diplôme initial va tout apporter et que tu n'as pas besoin de faire de formation continue, tu te trompes. Si tu te dis « je n'ai rien besoin de faire au départ et de toute façon, je me formerai tout au long de ma vie et j'y arriverai aussi », personnellement, j'y crois moyennement. Par contre, de pouvoir combiner les deux, ça, c'est important. Et c'est là où tu peux vraiment tirer profit des deux côtés. Avoir une formation initiale forte et ensuite continuer de te former tout au long de ta vie. Donc toi, tu es le directeur de l'Executive Education à HEC Lausanne, on l'a dit en intro, donc tu fais essentiellement des formations dans le domaine du management. C'est quoi les nouvelles tendances dans le domaine du management par rapport à la formation continue aujourd'hui ? Je dirais que c'est assez large de nouveau et c'est difficile de pouvoir avoir une seule réponse à cette question. Ce qui est vrai, c'est que tu as de plus en plus de gens qui se posent des questions sur eux-mêmes. Le management, il a quand même passablement évolué ces dernières années.
On n'est plus dans une logique de contrôle pur, de je te donne la liste des choses à faire que tu dois le lundi et le vendredi, j'espère que tu as tout terminé. Il y a d'autres aspects qui arrivent et qui sont moins tangibles aussi, donc plus difficiles à appréhender. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous doit pouvoir se poser la question de comment je fais pour appréhender ces nouvelles thématiques et pour pouvoir les transposer dans mon monde professionnel. Je prends un exemple. On nous dit souvent, oui, c'est important d'être empathique. C'est important, c'est une valeur forte aujourd'hui. Un leader, un manager se doit d'être empathique. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire être empathique? Comment est-ce que je le mets en place? Tu peux faire toutes les formations que tu veux, théoriques, avoir toutes les définitions, toutes les choses. Si tu n'arrives pas à transposer ceci dans ton environnement professionnel, finalement, tu ne réussiras pas. Tu ne seras pas qualifié en termes de manager empathique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prendre le temps nécessaire d'intégrer la matière quand tu te formes, mais aussi prendre le temps nécessaire pour l'appliquer et t'assurer que tu l'appliques au jour le jour, ou en tout cas de manière régulière. Et c'est pour ça que moi j'aime bien dire qu'il faut un temps pour la formation, puis il faut aussi un temps pour intégrer la formation. Ouais, j'aime beaucoup. Il y a des nouvelles valeurs qui sont promues dans le management responsable, le management bienveillant, parfois le management horizontal, l'empathie, la résilience. Est-ce que tu n'as pas l'impression quand même parfois qu'il y a une dichotomie entre ce qu'on va voir en formation continue, peut-être plus proche de la réalité professionnelle, et ce qu'on va voir en formation initiale, type bachelor, master, où on a parfois l'impression qu'on est un petit peu en retard sur ces questions-là quand même. C'est voilà, une opinion, qu'est-ce que tu en penses? De nouveau, je pense qu'il ne faut pas forcément opposer les deux. En formation initiale, tu es face à des jeunes gens qui n'ont pas d'expérience, qui, c'est normal, ne connaissent rien. Donc, donnons-leur des bases. Donnons-leur des bases pour réfléchir à ce qu'ils veulent devenir. Si je veux devenir manager et que je suis jeune, je dois déjà avoir certaines bases qui vont me permettre d'imaginer mon profil. Et après, quand on est en formation continue, on arrive avec des gens qui ont une certaine expérience. Ils ont déjà pris 2-3 coups, ils ont déjà eu 2-3 expériences, parfois très bonnes, parfois un petit peu plus douloureuses. Et puis là, ils ont une autre approche de ce qu'ils viennent chercher et aussi une autre image finalement de ce qu'ils ont envie de devenir. On entend aussi beaucoup souvent cette envie de changement, cette envie de changer le management, cette envie de le révolutionner. C'est quelque chose qu'on attribue souvent aux nouvelles générations, mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu observes aussi avec les générations actuellement en emploi? Bien sûr, parce que sinon les gens, en tout cas, ne viendraient pas se former chez nous. Si tu décides de faire une formation continue, par exemple certifiante, donc un programme d'une certaine durée, eh bien, tu as imaginé des objectifs, tu les as identifiés, tu as envie de ne plus être le même toi avant qu'après. Tu investis en toi, c'est pour une bonne raison, c'est pas simplement pour te divertir. Ok. Et tu parles de compétences parce que la formation, c'est beaucoup ça. Tu parles aussi de formation certifiante. Si on fait un petit peu l'avocat du diable, à la fin, est-ce que finalement, ça se résume pas tout simplement à des diplômes sur un CV et des box à cocher pour les RH? Personnellement, j'y crois pas du tout. Mais de nouveau, si tu n'en as aucun, tu dois trouver un autre moyen de te valoriser. Aussi, moi, j'aime bien me dire que tu peux tirer en même temps quelque chose de très bien d'un diplôme et en même temps quelque chose de très bien d'une formation ou d'un élément de formation qui ne t'amène pas à un diplôme. Et en ce sens, tu peux même élargir, on va dire, le spectre en te disant que tous les jours, tu peux apprendre un truc. Que ce soit dans une formation certifiante ou non certifiante, ou simplement dans ta vie. Et le problème, c'est pas juste d'apprendre, c'est de pouvoir l'intégrer. C'est ce que je disais en début. Tu dois être en mesure de l'intégrer. Donc, tu dois prendre le temps d'intégrer ceci et de te laisser le temps de l'intégrer et de le restituer après. Donc, pour toi, la formation continue, c'est pas que des formations finalement continues, mais c'est aussi tout ce que tu vas pouvoir apprendre tout au long de ta vie. C'est exactement ça. Il y a ce concept de lifelong learning. C'est un anglicisme, on va dire. Voilà, c'est apprentissage tout au long de la vie. Et moi, je trouve que c'est très intéressant de l'appliquer. Alors, c'est bien gentil de le dire, mais après, il faut l'appliquer. Et comment tu peux l'appliquer? C'est pas en faisant une succession de diplômes ou de certificats qui te remplissent ton CV, comme tu le disais avant, avec une longue liste. Mais c'est pouvoir profiter de chaque expérience d'apprentissage pour en tirer quelque chose. Et aujourd'hui, on est en train d'apprendre quelque chose. Demain, on apprendra quelque chose autrement.
Après-demain, on fera peut-être une formation certifiante avec des objectifs qui sont définis pour apprendre autre chose. Tout ça est complémentaire. Il n'y a pas quelque chose qui vaut mieux qu'un autre. Par contre, c'est à chacun de nous de savoir au moment T de quoi j'ai besoin, de quoi je pense avoir besoin, et du coup de faire des choix qui sont éclairés. Tu as des anecdotes peut-être d'anciens participantes ou d'anciens participants qui t'ont dit « mais ça sert à rien que je suive ce programme parce que je pourrais apprendre la même chose sur YouTube ». Alors, heureusement, les gens qui viennent chez nous, ils sont déjà convaincus du fait que ça vaut la peine de faire une formation continue certifiante ou établie. Maintenant, ça s'entend plein de fois, dans plein d'endroits, de gens qui disent « mais pourquoi est-ce que je devrais payer autant pour accéder à ça? Ce n'est qu'un diplôme, ça ne sert à rien ». J'ai envie de dire, déjà que ce sont des gens qui sont un petit peu sceptiques, souvent qui n'ont pas forcément expérimenté une formation continue certifiante de qualité. Ça, c'est une autre chose. Mais de nouveau, il n'y a pas l'un sans l'autre. Je pense que tu peux tout à fait apprendre des choses sur YouTube. Il y a pas ou sur n'importe quelle autre plateforme qui offre des cours, soit gratuitement, soit à très moindre frais. Mais de nouveau, si tu mets tous les œufs dans le même panier, tu ne fais que ça, je pense que tu rates un élément. De même, si tu accumules 3 programmes certifiants... C'est quoi les différences alors entre une formation continue, peut-être entre une formation continue puis une formation qu'on fait soi-même, peut-être déjà, pour commencer? Ce qui est sûr, c'est qu'une formation continue qui est donnée par un établissement, elle a été réfléchie par cet établissement. Elle en est garante. Ce que je pourrais dire aux gens qui vont nous écouter, c'est contrôler quelle institution délivre ce que vous souhaitez faire. Est-ce que cette organisation, elle est reconnue? Est-ce qu'elle a potentiellement des standards accrédités? Est-ce qu'elle jouit d'une bonne réputation? Est-ce que les formateurs et formatrices ont une expérience suffisante, pas seulement dans leur métier, mais aussi dans l'enseignement? Et en fait, ces organismes, du coup, sont garants de la formation. Donc, bien évidemment, vous allez acheter un produit de formation, mais qui a été réfléchi et qui est validé par cet organisme. Vous allez sur YouTube, vous faites votre choix, vous regardez la première vidéo et puis vous espérez que ça soit bien. Mais au départ, vous n'avez pas forcément beaucoup de certitude que ce sera bien. C'est vrai. Mais sur le côté un peu pédagogique, quand tu lances une vidéo YouTube, tout de suite, tu vas savoir si la personne que tu vas regarder, elle est pédagogue. Par contre, quand tu vas dans une formation continue, tu ne sais pas encore si la personne, malgré l'expérience qu'elle peut avoir et l'expertise qu'elle peut avoir, tu ne sais pas encore si elle est pédagogue. Donc, comment tu réconcilies ça? Et est-ce que c'est la seule différence qu'il y a entre une formation soi-même ou une formation dans un cadre institutionnel? Moi, j'aime bien dire qu'il faut, de nouveau, l'un ne va pas sans l'autre, mais l'intervenant ne va pas sans le contenu, mais le contenu ne va pas sans l'intervenant. Mais si tu vas écouter quelqu'un juste parce que c'est quelqu'un, ça ne veut pas dire que le contenu soit bon. Ce n'est pas parce que cette personne est réputée que ce qu'il va dire est pertinent, va t'apporter quelque chose, sera pédagogiquement valable aussi. De même, c'est pareil, on pourrait se dire, est-ce qu'à l'université, on peut être certain que toutes les personnes qui vont arriver devant nous seront pédagogiquement exceptionnelles? C'est une question légitime. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'organisme qui te délivre la formation, elle a validé le contenu et les intervenants. Et comment tu fais? Tu t'évalues les profs, peut-être un casting au début. Enfin, comment tu fais pour choisir les bons professeurs? Justement, avant de lancer une formation, on effectue, comme tu dis, des castings. On essaie de voir s'il y a une adéquation entre l'approche de la personne, le contenu et les valeurs que l'on défend. Ça, c'est en amont des formations. Et c'est quoi la valeur? Les valeurs, c'est qu'on veut quelque chose qui soit à mi-chemin entre la connaissance académique, la connaissance scientifique et l'applicabilité pratique. On veut quelque chose qui puisse en même temps avoir une forte base académique, mais que tu puisses utiliser demain. Parce qu'on veut que tu puisses être qualifié. De nouveau, c'est beau d'avoir une nouvelle connaissance, mais si tu ne peux pas l'appliquer demain, ce qu'on disait avant, tu ne seras jamais qualifié pour faire ton job actuel ou ton job futur. Donc du concret, du concret, du concret. Du concret, du concret et du concret. Et si un prof, il sous-performe, ou même s'il surperforme, il est exceptionnel, qu'est-ce qui se passe? Il a un bonus ou pas? Déjà, on est content. S'il surperforme, est-ce que quelqu'un peut surperformer? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a une sous-performance, on fait des évaluations après chaque édition des différents programmes et des différents modules. Nos intervenants et nos intervenantes, elles sont évalués au travers de différents critères pour qu'on s'assure qu'il y a adéquation avec le contenu, adéquation avec les attentes des participants, pouvoir aussi comprendre si ce qu'on a vendu était bien ce que les gens attendaient.
Parce que là aussi, il y a quelque chose potentiellement à en tirer. Si les évaluations sont moyennes, c'est un très bon moyen pour nous, comme pour les intervenantes et intervenants, de monter en compétences aussi. Et s'ils sous-performent de manière forte, eh bien, on prend des mesures nécessaires pour corriger la chose. Ça peut aller d'une refonte du contenu, ça peut aller même au remplacement d'intervenante ou de l'intervenant si c'est nécessaire. Oui, très très clair. Et le fait de venir et de voir quelqu'un, est-ce que ça c'est un avantage ou même de voir d'autres participants? De ce côté un petit peu de networking. Est-ce que le management, c'est pas aussi ça, un peu juste du networking De nouveau, chaque type de formation a ses avantages. Demain, si tu veux faire une formation en ligne, elle sera certainement relativement courte, donc tu vas pouvoir y accéder très rapidement, puis tu vas avoir assez vite fini. Tu vas apprendre des choses. Est-ce que tu auras beaucoup de moments pour pouvoir échanger, remettre en question, poser des questions? Peut-être pas. Pour une formation plus longue, certifiante dans un établissement physique, on va dire une formation en présentiel, c'est pas parce que tu as choisi aujourd'hui de la faire que tu vas pouvoir la commencer demain, forcément. Parfois, il y a un petit peu de temps de latence. Mais après, quand tu es dedans, c'est une parfaite occasion, une parfaite opportunité pour toi d'apprendre des choses, mais aussi et surtout de pouvoir confronter ton point de vue, ton opinion, tes observations, tes expériences avec d'autres participants ou les intervenants qui seront devant toi. Et c'est là il y a une richesse aussi. Mais de nouveau, si je dis formation en présentiel, ça veut dire networking, et c'est que ça, je dirais non. Si c'est ce que vous venez chercher, c'est pas ça qu'il faut faire. L'objectif que vous avez, il est louable, de vouloir augmenter votre réseau. Mais est-ce que c'est uniquement au travers de la formation continue que vous allez l'obtenir? Peut-être, mais peut-être pas. Tu me disais en off que parfois, pour parler de la richesse des participants et des participantes, que tu pouvais avoir dans le programme en gestion d'équipe des personnes qui viennent de Monsanto assis à côté de personnes de la Croix-Rouge. Est-ce que c'est quand même compatible? Comment tu fais? Comment tu réconcilies cette différence finalement pour créer de la richesse? J'aime bien dire que chaque personne pense être unique. On le pense tous, je pense, on a tous nos côtés uniques. Et donc, quand on arrive dans une formation, on se dit mes ambitions sont uniques, mais aussi mes inquiétudes, mes challenges. Et puis, en fait, une formation en présentiel, là où on va rencontrer des gens, ça va permettre aux personnes de se dire, mais en fait, peut-être que je ne suis pas tout seul. Mmh. Et en fait, tu vas pouvoir tisser des liens avec des gens que tu n'aurais jamais connus dans un autre cadre, mais qui sont là pour la même chose que toi. Et là, c'est important, c'est très important de savoir que quand tu veux faire une formation, regardez les objectifs d'apprentissage. C'est là où tu vas pouvoir te dire, OK, ça c'est le mois d'avant, et ça sera le mois après avec ces nouvelles qualifications, ces nouvelles compétences. Est-ce que c'est bien ça dont j'ai besoin? Si tu réponds oui, ça veut dire que c'est celle-là qu'il faut faire maintenant. Ouais. Très intéressant. Et est-ce que le fait aussi d'être avec d'autres personnes, ça peut créer une dynamique? Parce qu'il y a 9 personnes sur 10 qui commencent une formation en ligne qui abandonnent. Est-ce que ce n'est pas aussi finalement ça, la richesse? C'est aussi l'entraide, de pouvoir réfléchir à des questions, à des problématiques avec d'autres? Ce qui est sûr, c'est que quand tu fais une formation en présentiel, on va dire tu t'engages un petit peu plus. Déjà, tu t'engages parce que tu dois venir. Et après, tu es un peu vite pris dans un effet boule de neige qui est particulièrement intéressant. Parce que tu vas te rendre compte que les gens autour de toi ont les mêmes problématiques. Parce que tu ne les aurais, comme on disait avant, tu ne les aurais jamais rencontrés dans un autre cadre. Parce que c'est aussi un environnement sécurisé et sécurisant, une salle de classe. Tu peux d'un coup parler de choses que tu ne parlerais pas à ton chef, pas à ton équipe, peut-être même pas à la maison avec ton compagnon ou ta compagne. Et là, tu es dans un environnement où tu peux le faire sans arrière-pensée, sans inquiétude, sans action à réparer dans le futur. Ouais. Et de la même manière que tu pourrais avoir aussi une formation en ligne qui a un côté sécurisant parce que finalement, si tu es peut-être plus introverti, tu n'as pas besoin d'interagir avec d'autres personnes. Donc, c'est toujours cette question de qu'est-ce qui est le mieux pour moi, en fait. Exactement. Mais moi, je dirais aux introvertis, ne vous cachez pas derrière la formation en ligne. Et de même, les extravertis, ne vous dites pas « je suis obligé de faire de la formation présentielle pour apprendre quelque chose ». Les deux formats ont des intérêts qui sont différents mais complémentaires. Demain, vous avez besoin d'apprendre une compétence technique.
Parfois, ça vaudra plus la peine d'aller sur une formation en présentiel physique parce que peut-être qu'il faudra que vous touchiez des choses. Parfois, l'aspect technique peut être dématérialisé. Ça peut tout à fait être intéressant de le faire en ligne aussi. Ouais. Et puis pour en revenir à ce que tu disais au début, que j'aimais bien, quand tu cherches une formation, tu vas chercher un organisme aussi, parce que l'organisme, il est garant d'une certaine qualité. Maintenant, si on mixe un petit peu les deux sujets dont on a parlé, formation en ligne et organisme, euh, comment se positionne HEC Lausanne, ou les formations continues d'HEC Lausanne, face à l'émergence peut-être de nouvelles formations qui sont délivrées par Harvard, MIT, online aussi. Parce que là, il y a la dimension du online, mais il y a la dimension de l'organisme qui est garant de la qualité. C'est quoi un petit peu ton avis par rapport à ça? Ben, c'est une très bonne question. Si tu enlèves les organismes qui sont derrière, tu en reviens à la question fondamentale, présentiel avec les avantages du présentiel, online avec les avantages du online. De nouveau, Donc pour toi, c'est vraiment juste après une question de online, online présentiel. Je dirais que ça dépendra toujours de l'objectif que tu as, Ouais. et le choix que tu fais au temps T pourra être différent au temps T plus 1, T plus 2, T plus 3. Ce que j'aimerais expliquer par là, c'est qu'on parlait d'apprentissage tout au long de la vie. Si demain, tu te dis, OK, moi j'aimerais faire une formation certifiante en marketing digital parce que je suis responsable marketing et puis je suis un petit peu dépassé par tout ça, donc je vais faire une formation en marketing digital. OK. Tu élabores différentes choses, il y a différents organismes en ligne, en présentiel, etc. Tu te tournes vers, admettons, un organisme en ligne qui offre une formation d'une dizaine d'heures sur ces thématiques-là. Tu fais ça. Ceci n'implique pas qu'après, tu es bloqué pendant X années à ne rien faire d'autre. Peut-être que ton choix était judicieux et que tu auras appris plein de choses et puis que ça sera super, mais peut-être que ton choix il devrait être complété par une autre formation. Et ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est de te dire, est-ce que ce que j'ai fait comme choix au temps T sur cette formation en ligne, par exemple, me suffit pour être suffisamment qualifié pour réussir mon job actuel et futur? Si tu réponds oui, très bien, ton objectif de formation au temps T est acquis, est obtenu. Mais en temps T plus 1, tu reprends la même réflexion. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ça va toujours plus vite. Le marketing digital, c'est plein de nouvelles choses. J'ai appris ce que c'était les réseaux sociaux, mais je n'ai pas appris ce que c'était que le CRM et l'automation, par exemple. Eh bien, tu refais un cycle de formation. Et il n'y a pas de problème à cela. Au contraire, c'est une force. Et si tu peux varier un petit peu les éléments, les formats, les institutions, etc., je pense que ça enrichit aussi ton profil. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, si tu varies les formats, les organismes, les compétences que tu développes, c'est là où finalement on répond un petit peu à la question. Hein, c'est tu commences à réussir grâce à la formation continue. Maintenant, est-ce qu'on pourrait imaginer ne rien faire et quand même réussir? Rien du tout, pas de formation continue. Alors, il y a peut-être des domaines, parce que le marketing digital, c'est vrai que ça va vite. Oui. Mais peut-être un domaine plus classique, plus traditionnel, menuisier. Est-ce que tu as encore besoin de faire des formations continues? assurément, parce que ça avance. On pourrait peut-être parler du métier de comptable, faire de la comptabilité dans les années 80. Est-ce que c'est la même chose en 2025? C'est une bonne question. Moi, ce que je pense, c'est que la formation continue, au-delà de t'apporter de nouvelles compétences, ça te permet aussi d'avoir un regard critique sur ce que tu fais. Et même si tu as une formation initiale très bonne, que tu as l'impression de maîtriser ton métier jusqu'au bout des doigts, j'aime bien dire que tu as l'impression, je pense que c'est qu'une impression. Tu peux toujours apprendre quelque chose de différent. Tu peux toujours être amené dans un autre contexte à devoir faire preuve d'agilité, de flexibilité, de trouver une solution, même si tu maîtrises toutes tes compétences techniques sur le bout des doigts. Et donc, en ce sens-là, les gens qui ont l'impression de tout connaître de leur domaine, personnellement, je ferai un tout petit peu attention. Ça marche. Et puis la formation continue, c'est aussi finalement essayer de résoudre certaines inégalités qui ont pu exister, parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup opposé formation initiale et formation continue, mais si tu n'as pas accès à la formation initiale, peut-être que c'est aussi un moyen pour toi de revenir à la formation par après, par une porte dérobée. Est-ce que ça, c'est des choses que tu vois souvent, la reconversion professionnelle, ou des gens qui n'ont pas la formation initiale, mais qui, justement, par la formation continue, viennent chercher ce qu'ils n'ont pas obtenu au départ? Oui, bah oui, c'est aussi une des raisons clés de la formation continue. Et c'est aussi une des réalités de notre société actuelle. Et tant mieux.
tu peux être dans le métier 1 pendant X années et après avoir envie de changer. Et ce changement, pour y arriver, ça peut passer par la formation continue. Après, attention, on essaie toujours souvent d'opposer, mais il y a les compétences techniques, on va dire hard skills et les soft skills, on les oppose. Mais en fait, on peut les mettre ensemble. Si au temps T, tu es comptable, on va reprendre l'exemple du comptable, et puis que tu n'as plus envie d'être comptable pour plein de bonnes raisons. Tu as fait le tour, tu n'y trouves plus ton intérêt, tu n'as plus le feu sacré. C'est ton métier, d'accord, tu le maîtrises bien, mais tu as envie de faire autre chose. Eh bien, au travers d'une formation continue, tu peux réussir à faire autre chose parce que tu peux développer de nouvelles compétences, tu peux développer de nouvelles qualifications qui vont te permettre de pivoter. Et ça, c'est la beauté de notre société actuelle. On a cette capacité de sauter beaucoup plus facilement d'un domaine à un autre. Bien évidemment que ça va te prendre un petit peu de temps, d'énergie, et ça va dépendre de la grandeur du saut entre ton métier actuel et ce que tu as envie de faire après. Mais j'ai envie de dire, presque rien n'est impossible. Donc on arrive peut-être à gommer certaines inégalités peut-être de base, mais est-ce que ça ne va pas aussi en créer finalement? Parce que certaines formations continues, elles ont quand même un coût. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est évident, les formations continues ont un coût et tout ceci est très disparate. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des contenus qui sont gratuits ou très très peu chers, et puis il y a des contenus ou des programmes qui sont excessivement chers ou très 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 chers, ça dépend sur quel point de vue on se passe. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si tu offres un contenu très peu cher, il y a une raison pour laquelle tu l'offres très peu cher. Et de prime abord, lorsque tu offres un programme avec un certain coût, eh bien, il y a une raison pour laquelle tu l'offres à ce prix-là. Je dirais, chez nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un prix qui est juste, qui nous permet de couvrir les coûts qui sont inhérents au fonctionnement de la formation. Et bien évidemment que la qualité, l'expertise, d'une manière ou d'une autre, ça se paye. Je ne suis pas en train de dire que si tu as une formation continue gratuite, c'est forcément pas du tout adéquat. Ce n'est pas ça. Mais il faut avoir en tête le pourquoi c'est gratuit. Pourquoi est-ce qu'on me donne accès à ceci gratuitement? Est-ce que dès lors la qualité est assurée? Est-ce que je vais apprendre ce qu'on me dit que je vais apprendre ou pas? De même, les formations excessivement chères, on peut se poser la question, mais vraiment ça coûte aussi cher? Pourquoi? Là, je laisserai les organismes qui ont des formations aussi chères répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que chez nous, on essaie de faire en sorte que le prix soit juste. Et ce qu'on dit souvent, pour finir, c'est que on dit souvent « investis dans ta formation continue ». Et c'est un bon terme. Oui, c'est de l'argent. Oui, parfois, c'est beaucoup d'argent. Mais mettez ceci en réflexion, en miroir de ce que vous allez gagner par après. Et si vous avez l'impression que vous allez gagner plus après que ce que vous avez investi, c'est que ça vaut la peine. Et puis la formation continue, dans certains cas, elle peut être financée aussi par les employeurs. Tout à fait. C'est pas, alors, il y a effectivement, je dirais, 3 cas de figure. Tu as le cas de figure d'une personne qui veut se former elle-même, qui va financer elle-même et qui a ses propres raisons de financer elle-même. Très bien. Tu as des organisations, des entreprises qui sont prêtes à financer tout ou en partie. Souvent, ça se fait avec une condition en retour. La personne doit rester X mois après la fin de sa formation ou s'engage à payer, etc. etc. Et puis, tu as effectivement, du coup, c'est les organisations qui, on va dire, sont un petit peu au milieu, qui ne participent pas forcément financièrement, mais qui vont te donner le temps nécessaire pour le faire. Et là, je reviens un petit peu à ce qu'on disait au début. Si tu veux pouvoir faire une formation continue puis qu'elle soit vraiment avec bénéfices concrets, tu dois suivre la formation, mais tu dois avoir le temps d'intégrer. Et donc, si ton employeur, tes responsables te donnent le temps d'intégrer, le temps de suivre la formation de manière adéquate, c'est très, 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 très bien. Et ça vaut vraiment la peine de valoriser ceci autant potentiellement que l'apport financier que l'entreprise pourrait te donner. Pouvoir mettre en pratique, c'est ça qui a de la valeur, quoi. Oui, et surtout, te laisser le temps d'intégrer. J'aime bien dire, si tu as une journée entière de formation qui finit à 17h et que derrière, tu dois encore répondre à 5 appels, avoir 12 emails importants à traiter, puis finir les 3 présentations pour ton responsable pour le lendemain,
Je ne suis pas certain que tu arriveras à faire les deux très très bien. Les deux étant participer à la formation durant la journée et faire ton travail correctement après. Et donc c'est là où c'est intéressant de pouvoir, pour chaque individu, se poser la question dans quelle mesure mon employeur me soutient dans cette démarche. Et s'il ne me soutient pas financièrement, est-ce qu'il me soutient en termes de temps? Ouais. Ça revient à la responsabilité des entreprises qui ont aussi le devoir de soutenir leurs employés dans ces questions de formation. Certaines le font mieux que d'autres. On peut avoir des noms. Non, on va pas donner de noms, mais on va dire, ce qu'on peut dire, c'est que tu as des entreprises qui sont prêtes à donner plus que d'autres. Les raisons sont diverses. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que une bonne partie du capital d'une entreprise, c'est le capital humain, voire même l'élément principal dans beaucoup d'organisations. Tu dois le choyer, ce capital humain. Et si tu le laisses, entre guillemets, dans un tiroir faire ce qu'il doit, à un moment donné, il ne va plus être aussi qualifié qu'au départ. Donc, prendre le temps et prendre conscience que former ses employés, ses équipes sur des éléments techniques de base ou sur d'autres compétences, ça a une vraie valeur. Ça permettra aux gens d'être meilleurs. Ça permettra aussi, in fine, à ton entreprise d'être meilleure. Et donc, d'être plus concurrentiel et de faire face à tous les changements qu'on a aujourd'hui dans notre société. Et tu dirais, parce qu'il y a un ralentissement économique quand même qu'on observe, qui est perçu en tout cas, tu dirais que les entreprises, elles investissent moins depuis quelques mois dans la formation ou pendant le Covid? Est-ce qu'il y a eu moins d'inscriptions? Comment ça s'est passé? Alors, chez nous, pas. C'est-à-dire que je vais essayer de séparer ta question en deux. Durant le Covid, on n'a pas vu un ralentissement. On n'a pas forcément vu non plus une explosion. Il y a eu des organismes qui ont vu leur effectif soit s'amoindrir à presque zéro, soit complètement décuplé selon certains formats. Nous, on a réussi à avoir une certaine stabilité dans notre progression, c'est-à-dire qu'on continue de progresser. Ça, c'est une très bonne chose. En période de crise, les gens se forment quand même, quoi. Eh ben, des fois, c'est clair que c'est un élément qui incite les gens. Maintenant, si tu veux être un tout petit peu plus à l'aise, tu as peut-être meilleur temps d'essayer d'anticiper ceci. Donc, que chacun se pose la question, aujourd'hui, je fais ce job-là, j'ai ces responsabilités-là, je le fais bien ou moyennement bien. Si je le fais moyennement bien, comment est-ce que je peux essayer d'arriver à bien? Et si je le fais bien, comment est-ce que dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, dans 5 ans, je pourrais continuer à le faire bien? Et ça, c'est important. Et donc, du coup, cette question-là te permet de savoir aussi quelle formation il faut que je fasse, comment il faut que je reste à jour, comment est-ce qu'il faut que je reste employable, ou mieux, comment est-ce que je peux me développer moi, mais développer aussi mon employabilité. Et pour répondre à la première question, est-ce que les entreprises, elles financent plus ou elles financent moins qu'avant? J'ai pas l'impression qu'il y a un trend complètement défini. Il n'y a pas de tendance clairement définie. Ça va dépendre un peu des secteurs. Ce qui est sûr, c'est que parfois, en période de contraction économique, les entreprises peuvent avoir tendance à dire c'est un des éléments où on va restreindre les budgets. Moi, je suis dans ce domaine-là depuis longtemps. Je dirais, ne faites surtout pas ça, parce que sinon, vous limitez vos investissements dans votre capital humain. Et donc, toi, ce que tu dis, c'est que pendant les périodes de crise, il faut encore plus investir. Il faut investir. Ouais. Plus, je ne sais pas. Mais il faut, tant quand ça va bien que quand ça ne va pas bien, il faut le faire. Il faut prévoir suffisamment de ressources financières et temporelles pour garder son capital humain avec un fort degré d'employabilité et donc de productivité. Donc faire de la formation un avantage concurrentiel et un avantage marque employeur, finalement. Exactement. Ou au-delà peut-être même d'un avantage, juste pouvoir rester compétitif. Je ne sais pas si de nos jours, ça te donne toujours un avantage, parce que de plus en plus de gens le font, heureusement. Ça veut dire qu'en gros, tes concurrents le font aussi. Mais à minima, ça te permet de rester à la même vitesse qu'eux. Et j'aime bien dire ça, c'est comme si tu es un coureur de 100 mètres, il faut que tu sois à même de courir aussi vite que les autres. Si les autres ont d'autres moyens d'aller plus vite, peut-être des chaussures un petit peu meilleures, des meilleurs crampons, un short peut-être plus bas ou je ne sais quoi, fais pareil. Et donc du coup, investis dans ce matériel, investis dans ton capital humain pour continuer d'aller aussi vite que les autres. Après, quand il s'agit d'investir dans le capital humain, il y a toujours cette dichotomie aussi. Est-ce qu'on peut vraiment investir dans le capital humain si de base on n'y croit pas? Alors sans vouloir faire de taquet à nos amis les RH, mais est-ce qu'à la base, ce n'est pas vraiment quelque chose de culturel dans la mission de l'entreprise qui doit permettre de créer ce climat de la formation?
c'est à tous les étages. C'est clair, c'est que ce n'est pas uniquement la responsabilité des RH. Toi, moi, on a une responsabilité en tant qu'individu de continuer de se former. Nos responsables respectifs ont aussi une responsabilité de s'assurer que nous, on a l'occasion de se former. Les RH ont aussi ça. Le responsable financier, celui qui va finalement délier les cordons de la bourse à un moment donné pour te donner l'argent, lui aussi, il a une responsabilité. Tout en haut, tout en bas, tout le monde a une responsabilité. Et comment tu fais pour essayer de convaincre des entreprises qui ne veulent pas investir dans la formation? Alors, T'as une anecdote je ne sais pas si je dois Ouais. vraiment, moi, dans ma position. J'ai envie de leur dire, regardez ce qui se passe aujourd'hui chez vous. Si vous avez une bonne situation, j'espère que pour vous que ça va durer longtemps, mais j'y crois pas vraiment. Et si vous êtes dans une mauvaise situation, ça sera peut-être à cause du fait que vous n'avez pas formé vos employés à temps. Très clair. Et en plus de la formation continue, gestion d'équipe, management, il y a aussi des formations sur mesure. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce genre de programme? Alors, les formations sur mesure, en gros, c'est les organisations, les entreprises qui nous sollicitent pour développer une formation à destination d'une partie de leurs employés. Ce qui est vrai, du coup, c'est que les individus qui vont suivre la formation, souvent, ce n'est pas eux qui ont émis le besoin à la base d'être formés. Et donc là, il y a une double responsabilité. De notre part, en tant qu'organisme de formation, de faire que le message passe, que les compétences, les qualifications soient intéressantes à acquérir, mais en même temps, l'entreprise a un rôle à jouer. C'est pas juste de dire, alors Thomas, ouais, j'ai identifié que ça serait bien que tu ailles faire ça, alors c'est dans 2 semaines, donc s'il te plaît, libère tes 3 jours et va te former. C'est bien plus que ça, c'est de convaincre l'employé du besoin, de lui montrer l'intérêt, la valeur ajoutée de tout ça. Ça, c'est dans la théorie, mais dans la pratique, si par exemple, je vais prendre un exemple assez extrême, Bob qui harcèle tout le monde depuis 20 ans, et on lui dit qu'il va suivre une formation en prévention du harcèlement. Comment tu vas convaincre Bob de suivre cette formation, tu vois? C'est la théorie versus la pratique dans ces cas-là. Eh bien, là-dessus... je dirais qu'il y a formation d'un côté, puis il y a coaching de l'autre. Est-ce que le besoin de Bob, on va reprendre Bob, lui, il n'identifie pas son besoin. Lui, il pense certainement que tout va bien, donc de lui-même, il ne va pas le faire. Ces RH pourraient te dire, il faut qu'on le forme. Mais avant de le former, il faut qu'il prenne conscience du besoin de formation. Et donc là, de nouveau, je dirais, il y a un truc intéressant à faire. Il y a des gens qui peuvent tout à fait être en mesure d'aider Bob à prendre conscience de sa position, de ses faits, de ce qu'il fait. Par le coaching. Par le coaching, par le mentoring, par d'autres situations. Et quand il est plus prêt, quand il est mature, on va dire, là, il faut qu'il vienne se former. Avant, c'est un coup dans l'eau et c'est un coup raté. Donc, peut-on réussir sans formation continue? On a beaucoup parlé des individus, mais finalement, pour les entreprises, il y a aussi des outils qui existent, notamment la formation sur mesure, et d'autres outils type coaching, mentoring, et tout ça vient se compléter. De nouveau, comme formation online et comme formation présentielle, on n'oppose pas, on essaye de tirer le meilleur de chacun de ces outils-là, en fait. Exactement. Il faut bien avoir en tête que chacun de ces éléments, de ces domaines, a ses spécificités propres, et donc ses avantages. Tirons profit de chacun des avantages et n'opposons pas coaching, formation en ligne, formation en présentiel, formation à l'étranger, formation en Suisse. En fonction de vos besoins, trouvez le produit de formation qui va vous permettre de vous qualifier. La clé. Chacun a sa propre clé. Exact. J'aime beaucoup, mais merci beaucoup Lionel de nous avoir partagé ton expérience en formation continue. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Je dirais juste à tout le monde, tout bêtement, c'est après nous m'avoir écouté, réfléchissez juste à est-ce que vous êtes content de votre job actuel? Est-ce que vous prenez du plaisir? Est-ce que vous vous sentez suffisamment qualifié pour faire ce job ou faire votre prochain job? Et si la réponse est « Tiens, je crois que je pourrais me développer », alors formez-vous. Merci beaucoup. Merci à toi.